Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus pendant la semaine de vacances. Donc aujourd'hui, nous allons parler des perspectives. Comment peut-on observer l'énergie noire, nous allons avoir plus de contraintes sur cette énergie noire avec les futurs instruments. Et c'est assez passionnant car il va y avoir beaucoup de données qui vont arriver dans la prochaine décennie. Donc on va parler du satellite Euclide qui va être lancé par l'ESA, donc les Européens, en 2020. Donc son principal but, c'est justement, avec des milliards de galaxies, traquer l'énergie noire. Il y a aussi le parallèle avec la NASA. On ne sait pas quand est-ce qu'il partira, mais plus tard. On va voir. Le LSST, je laisserai notre séminariste tout à l'heure, Pierre Antinobus, en parler. Et je parlerai surtout de SKA, qui est un Square Kilometer Array, c'est-à-dire un réseau, un interféromètre radio géant, et qui va faire aussi des milliards de galaxies, qui va pouvoir nous renseigner sur l'énergie noire. Donc, quels sont les principaux paramètres que nous voulons attaquer et contraindre? D'abord, comme on l'a vu dans ces précédents exposés, l'énergie noire a une équation d'état qui est que la pression est égale à un certain W ρ. W est négatif, il y a une pression négative en fonction de la densité d'énergie. Ce W, comme on le sait, est à peu près égal à -1, mais avec beaucoup de barres d'erreur, et justement, c'est ça qu'on voudrait savoir. Et on a plusieurs outils pour essayer de le débusquer, soit ce qu'on appelle le cisaillement cosmique, les lentilles faibles, les rayons lumineux d'objets lointains sont déviés par toute la matière noire et l'énergie qu'il y a à l'intérieur, les chandelles standards que sont les supernovae 1E, les règles standards que sont les ondes, les oscillations baryoniques acoustiques qu'on a déjà décrites dans les précédents exposés. On parlera aussi de la distorsion dans l'espace des redshifts qui nous permet de savoir quand est-ce que les amas de galaxies ont été formés et avec quelle force, donc les amas. Et puis donc cette fameux paramètre gamma qui est le taux de croissance des structures qui nous permettra de tester si la gravité est bien celle d'Einstein, la réalité générale, ou s'il faut la modifier. Et puis l'origine des structures cosmiques, on va essayer d'améliorer d'un grand facteur, donc la mesure de l'index spectral qu'on avait déjà mesuré avec Planck avec assez de précision, l'amplitude de spectre de puissance, et puis les fameuses non-gaussianités qui sont un traceur aussi des théories d'inflation, etc. On va pouvoir aussi tester l'inflation. Déjà, on l'avait vu avec le CMB, peut-être les successeurs de Planck, et puis avec SKA, on va pouvoir peut-être détecter les ondes gravitationnelles. Alors pourquoi Euclide est un télescope spatial dans le visible infrarouge? En fait, on voit ce petit schéma qui a été déterminé par la collaboration BOSS. BOSS veut dire que c'est les oscillations de baryons avec le Sloan Survey. Et on voit qu'ici, il s'agit de la vitesse d'accélération, d'expansion de l'univers. Donc A de t, c'est le rayon de l'univers caractéristique. Donc la vitesse, on sait que cette vitesse est en train de descendre. Donc il y a une décélération jusqu'à un certain instant, mais assez proche. Un redshift de 0,5, on sait qu'il y a cette accélération de l'expansion, donc un revirement, un changement de signe de l'accélération. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a beaucoup de barres d'erreur. On ne sait pas exactement, avec grande précision, si, par exemple, l'énergie noire va être une constante, il va y avoir une dynamique, etc. Donc c'est ça qu'on veut savoir, bien qu'avec Planck, on ait déjà un tout petit peu de contraintes avec non seulement le rayonnement à 400 000 ans après le Big Bang, mais aussi avec la lentille faite par la matière tout au cours de l'univers. Et puis, un deuxième instrument, c'est cartographier les galaxies avec le gaz. Avec Euclide, on regarde l'optique, le visible, l'infrarouge, ce sera les étoiles. Et là, on veut avoir les galaxies avec le gaz, surtout que le gaz hydrogène atomique, qu'on appelle H1, la première espèce d'hydrogène H1, qui se regarde lorsqu'il est très froid à 21 cm de longueur d'onde, donc c'est de la radioastronomie. Et on sait que plus on remonte le temps, plus on voit les galaxies primordiales, elles sont toutes pleines de gaz. Donc on a beaucoup plus de gaz autrefois, puis ensuite le gaz se transforme en étoile. Donc on pense qu'on aura des galaxies très nombreuses et très gazeuses. Alors aujourd'hui, malheureusement, cette raie H1 à 21 cm, c'est la raie hyper fine du premier niveau fondamental, elle est une raie interdite. Le taux d'émission spontanée de cette raie est de 10-15, donc c'est très très faible. Et on ne peut détecter que les galaxies très voisines de z égale 0, donc dans l'univers local. Mais justement, avec ce super radiotélescope d'1 km², on pourra détecter, par exemple, pour les masses entre 10 puissance 8 et 10 puissance 9, comme le nuage Magellan, on pourra le détecter jusqu'à z égale 1. Pour les galaxies comme Messier 51,
on pourra en détecter 100 000 par degré carré jusqu'à z égale 3, et puis z égale 5, des grandes galaxies de 10 puissance 10 à 10 puissance 11 masse solaire de gaz, comme LC101, on aura 2000 par degré carré. Donc on pourra vraiment ouvrir une fenêtre sur le gaz des galaxies, le gaz atomique des galaxies, alors qu'aujourd'hui on se limite à l'univers local. Alors voici donc 3 des instruments dont on va parler. Donc le SCT tout à l'heure, ici Euclide et puis SKA. Donc SKA, comment on va faire le kilomètre carré? C'est par une succession à la fois soit de paraboles, petites paraboles qui vont être 12 mètres de diamètre, donc il va y en avoir des milliers, ou alors aussi des dipôles, ça dépend de la fréquence. On va voir que la fréquence va de 2 cm de longueur d'onde à 2 mètres. Donc on aura des dipôles ou bien des paraboles. Et le but, c'est d'avoir des milliards de galaxies, d'avoir une grande statistique, une grande précision sur cette oscillation des baryons pour donner une ordre de grandeur. Aujourd'hui, on a plutôt 1 million de galaxies, mais pas 1 milliard. Donc on a vraiment un saut. Alors, quels vont être les outils pour justement débusquer cette énergie noire? On en a déjà parlé, ce sont les oscillations baryoniques acoustiques, qui sont le vestige de l'époque où les baryons, la matière ordinaire, étaient en équilibre avec les photons lorsque la matière était ionisée, donc avant la recombinaison, donc dans les premiers 400 000 ans après le Big Bang. Et on sait que les baryons étaient stables, ils avaient des ondes sonores, et la plus grande, c'est l'horizon sonore, nous sert de règle standard. On observe cette règle à plusieurs distances de nous. Et la taille de cette première onde, la plus forte, et qui est l'horizon sonore, c'est en coordonnées comobiles 150 mégaparsecs. Donc on s'en sert comme règle. On peut la mesurer dans la dimension transverse. On obtient ainsi la distance angulaire. Et puis dans la direction parallèle à la ligne de visée, et à ce moment-là, on a le redshift, le décalage vers le rouge, et donc la constante de Hubble. La constante de Hubble est une fonction justement de la densité d'énergie noire. Et donc, ça nous permet de la connaître à plusieurs époques de l'univers, alors que pour l'instant, on ne la connaît qu'à z égale 0. Donc, on a déjà vu que, par exemple, de certains travaux et surveys qui ont regardé l'hydrogène atomique, mais cette fois-ci en absorption dans des raies permises, qui sont les raies de Lyman alpha, par exemple, dans l'ultraviolet. Donc, on le voit décalé vers le rouge parce que c'est z égale 2,3. On voit qu'on avait assez de points pour détecter cette petite oscillation qui correspond à cette onde. Et on a vu aussi dans le premier exposé, Eric Aubourg nous présentait le résultat du survey du Sloan, le BOSS, qui, dans l'espace des rayons, des échelles linéaires, ici, S en mégaparsec, on voit qu'on le détecte vraiment. Ici sont les points de mesure. Ils sont toutefois corrigés des vitesses particulières. On a symbolisé par simulation cette onde. Alors évidemment, il n'y en a pas qu'une seule, il y a tout un tas d'ondes qui se mélangent, mais on l'a un peu symbolisé pour voir comment les vitesses particulières perturbaient un peu cette onde. Et lorsqu'on corrige ces vitesses particulières qui sont tracées par ces flèches bleues que vous voyez ici, on arrive à régulariser un petit peu l'onde et avoir un signal sur bruit beaucoup plus grand sur ce premier pic, qui est donc la première oscillation baryonique que l'on voit. Alors ici, on n'a pas 150 parce qu'il y a le H-1. Comme vous savez, H, c'est la valeur de H sur 70. Donc en fait, H vaut 0,7, pas sur 100, je veux dire, et donc comme elle vaut 70, c'est 0,7. Donc on a plutôt 150 quand on connaît la valeur de H aujourd'hui, de H0. Alors si on se met en transformée de Fourier dans l'espace des K, des nombres d'ondes, donc c'est l'inverse de la coordonnée d'espace, on a une fonction de corrélation P de K qu'on a déjà aussi décrite, et on voit que cette transformée de Fourier se transmet par une certaine oscillation, et on voit que l'espace où ça oscille est de l'ordre de 0,1 dans le coordonnée de K, du nombre d'ondes. Alors, le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle donc RSD pour faire vite, donc la distorsion dans l'espace des redshifts, donc dans la profondeur. On n'a pas, dans le plan du ciel, on n'a que x, y, la profondeur z, elle n'est obtenue que par les vitesses des redshifts, les décalages vers le rouge. Et évidemment, lorsqu'on a un amas de galaxies, un puits de potentiel, cela va créer une énergie cinétique des galaxies qui forment l'amas. Et donc, on a cette distorsion. Si on l'interprète comme expansion de Hubble, on a cette distorsion-là qu'on appelle doigt de Dieu, parce que c'est toujours quelque chose qui est dans la direction de la ligne de visée, et qui est très utile, car c'est une façon de détecter l'amplitude des amas de galaxies, donc à quelle époque ils sont formés,
Et donc c'est ce qui va nous renseigner sur le taux de croissance des galaxies et peut-être la gravité modifiée. Il y a aussi un deuxième effet plus faible, qu'on appelle l'effet Kaiser, qui est justement l'accrétion de matière noire, matière visible, sur l'amas de galaxies. Donc il y a d'abord la dissipation de vitesse, qui est due aux galaxies en équilibre dans l'amas, et puis cet effet Kaiser. Et l'ensemble nous permet d'avoir, par exemple, le biais. On sait que la matière ordinaire suit les surdensités plus que la matière noire, par exemple, et on mesure ce biais par cet outil-là. Alors, par exemple, les simulations de cette distorsion, vous voyez un petit peu, dans les simulations, évidemment, là, on a la coordonnée par la ligne de visée, puisqu'on génère à 3 dimensions les dimensions. Donc là, on voit bien une onde typique. Et ici, ce qu'il advient lorsqu'on la déforme, ne sachant pas quelle est la coordonnée dans la direction parallèle, mais en ayant juste les décalages vers le rouge. Alors, où en est-on avec quelle précision on mesure les variables W et les dérivées, disons, de W? Alors, on admet que P, qui est égal à W0, on le décompose, évidemment, parce que c'est une petite perturbation, en W0 aujourd'hui, et puis une grandeur qui dépend soit du redshift, soit on prend, en fonction du temps, le rayon de l'univers. On sait que A égale 1 par définition aujourd'hui, donc 1 moins A est toujours positif, A est égal à 0 au Big Bang. Donc on a ce petit WA par définition de l'évolution en fonction du temps ou de l'échelle de l'univers. Et donc on a ces diagrammes-là qui sont obtenus avec les supernovae par exemple, notamment le supernovae Legacy Survey SNLS, qui était une collaboration France-Canada fait avec le CFHT qui est à Hawaï. Et puis ce qu'on appelle JLA, qui est la Joint Light Analysis, donc 2 surveys de supernova avec le Sloan et avec le CFHT qu'on appelle JLA. Donc ce bleu-là, c'est le JLA. C'est toutes les mesures de supernovae. Et on voit qu'on peut contraindre W et oméga M, la densité de matière. On voit que la coïncidence des deux nous donne 0,3, comme on l'a vu, tout à fait compatible avec ce qui est obtenu avec Planck, par exemple. Mais vous voyez toujours les barres d'erreur qui sont encore très grandes. On ne peut pas vraiment savoir ce que va donner W en fonction du redshift ici. On a des valeurs qui sont données là. Et puis, lorsqu'on est dans le diagramme W0, WA, alors vous voyez que les figures de mérite, les barres d'erreur, sont très très grandes et qui vont d'ailleurs vers le côté négatif, ce qui est quand même assez curieux, puisque W en dessous de moins 1 serait un champ fantôme, si on veut, puisque l'énergie cinétique serait négative, ce dont on a déjà décrit dans certains exposés. Alors, ce qu'on sait aussi avec Planck, avec le fond micro-ondes, on a déjà, en 2008, on avait une première contrainte dans les valeurs oméga M, oméga A, qui sont d'abord qu'il y a une platitude de l'univers, ici, et puis les supernovae, et puis les oscillations acoustiques. Mais quelque chose de beaucoup plus récent ici montre qu'il y a certaines tensions. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, tout ne donne pas le même résultat. On voit que selon que l'on prend Planck avec les polarisations des faibles multipôles ou bien le weak lensing, c'est-à-dire les lentilles faibles, on a des figures de mérite qui ne coïncident pas et qui donnent des résultats relativement différents. On le voit aussi avec beaucoup de tests, de diagnostics. Vous voyez qu'ici, on a du bleu. Alors le bleu, lorsqu'on prend tous les indices en même temps, les BAO, les supernovae, la valeur de H0 déduite indépendamment, on voit qu'il y a quand même des problèmes. Alors, ces problèmes viennent essentiellement de la valeur de H0 qui est déduite par Planck. Alors justement, je vais un petit peu le décrire avec un peu plus de détails. Ici, c'est un résumé de toutes les valeurs de H0 obtenues par énormément de tests différents. Donc le fond cosmologique avec WMAP et Planck. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est que la barre d'erreur qui est donnée par Planck est toute assez petite et on n'a plus de recouvrement avec les autres barres d'erreur des mesures plus directes de cette constante de Hubble. Alors cette constante, elle peut être obtenue beaucoup plus directement avec des indicateurs de distance. Les premiers sont des céphéides, qui sont des étoiles qui, à une certaine phase de leur vie, oscillent, leur enveloppe oscille, et leur période est fonction de la luminosité intrinsèque.
C'est une relation qui a été obtenue par Mme Leavitt il y a très longtemps. Et on a maintenant calibré ces céphéides de façon très précise. À certains moments, on pensait qu'elles dépendaient par exemple de la métallicité des étoiles. On l'a regardé dans les nuages Magellan où il y a de faibles métallicités. En fait, tout ça a été bien calibré, il n'y a vraiment pas aucun doute. On trouve quelque chose qui est plutôt plus près de 74-75 ici. De même qu'un projet avec le Hubble télescope où il y a plusieurs indicateurs de distance. Il y a des céphéides, il y a d'autres étoiles comme les RR Lyrae qui évoluent aussi. Donc ça, c'est des étoiles, donc quelque chose de direct. Vous avez aussi des mégamasers, ça c'est quelque chose d'intéressant, je vais le développer là. Vous avez par exemple un des mégamasers proches, qui, dans une galaxie 4258, ce sont des molécules d'eau, H2O. Pourquoi on l'appelle maser? C'est simplement un laser, mais en micro-ondes, donc maser. Ce sont des molécules d'eau qui rayonnent de façon cohérente et non pas incohérente. Donc les photons s'ajoutent non pas comme N, mais comme N2. Donc vous avez quelque chose de très très puissant. Vous avez ici un signal des masers ici, dans un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Donc chaque galaxie a un trou noir central. Ici, celle-ci en a un. Vous avez un noyau actif avec un G. Et ce disque d'accrétion est assez petit, par exemple taille de système solaire ou à peine plus gros. Et donc les masers tournent très très vite. Et l'essentiel de savoir, c'est que le signal est très très puissant. Donc on peut le regarder avec une interférométrie à très longue base, qu'on appelle VLBI, et qui se sert du rayon de la Terre pour avoir une très longue base, donc 3000 ou 6000 km entre deux radiotélescopes dans plusieurs continents, ce qui nous permet d'avoir une résolution de la milliarde seconde. Et avec ces masers qui tournent, on peut mesurer le mouvement propre. Donc en direct, on les suit, et avec cette résolution, on a le mouvement propre. Donc la vitesse ne dépend pas de la distance. Vous mesurez la vitesse, vous mesurez la distance parcourue par ces masers, et vous avez la distance de la galaxie, puisque vous avez la distance angulaire que vous mesurez. Donc ça, c'est une méthode tout à fait directe, sans supposer aucun modèle, et qui vous donne la constante de Hubble à plusieurs redshifts. Donc là, maintenant, on connaît beaucoup de mégamasers. Donc si je reviens en arrière, voici une des méthodes, et qui va être justement beaucoup développée avec SKA, le radiotélescope SKA. Donc une méthode vraiment directe. Une autre méthode aussi un peu plus indirecte, qui est celle des lentilles, lorsqu'un quasar a une lentille forte devant lui, et donc on le voit avec plusieurs images du même quasar, et les diverses images ne nous parviennent pas avec le même chemin optique. Donc il y a un délai, s'il y a par exemple une variation sur le quasar intrinsèque, on voit cette variation sur les diverses images avec un délai temporel, ce qui nous permet de mesurer les diverses distances et d'avoir aussi la constante de Hubble à plusieurs redshifts. On a des quasars à beaucoup de redshifts. On a aussi dans les amas de galaxies l'effet Sounève-Zeldovich qui nous permet aussi d'avoir la constante de Hubble. Donc vous voyez que toutes ces méthodes-là, l'intérêt, c'est qu'elles sont complètement indépendantes. Il ne peut pas y avoir d'erreur systématique d'une méthode par rapport à l'autre. Ce serait un complot, une coïncidence forte. Par contre, ce que nous donne le fond cosmologique, c'est quelque chose d'indirect. Il ne mesure pas directement la constante cosmologique, il prend des hypothèses a priori, d'un modèle standard, et par une certaine déduction, il en déduit la constante de Hubble. Et cette constante qui, récemment, n'est plus du tout en accord, elle est plutôt de l'ordre de 65, ou plus bas même, et donc qui commence à être complètement en dehors des mesures directes. Alors, à quoi serait dû ce désaccord-là? Évidemment, c'est très intéressant. Ça veut dire que les hypothèses qu'on a faites dans le modèle standard ne sont pas valables. Donc, on va peut-être pouvoir trouver quelque chose. Alors, on pourrait penser que, justement, il y aurait une variation de delta W en fonction du redshift de moins 0,23. Alors, c'est ce qu'a fait Wayne Hu, par exemple, en 2016, dans ce schéma-là. Il a essayé de montrer quelles étaient les implications de cette hypothèse de delta W sur la variation des BAO, des oscillations baryoniques, de l'indication des supernovas, de la croissance des galaxies, etc. Et ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas, c'est-à-dire que les autres indicateurs ne donnent pas du tout la même chose, ne sont pas en accord avec cette variation W. Alors je vous rappelle ici comment la constante de Hubble, avec l'équation de Friedman, dépend de 8 πg sur 3 ρ, et que ρ, vous avez une matière qui est bien connue, radiation, mais c'est justement ça qu'on veut mesurer, ρDE, et on suppose que, par exemple, l'univers est complètement plat, donc K égale 0, ça c'est le terme de courbure. Par contre, une des solutions qui pourrait marcher,
pas du tout dit que c'est celle-ci qui va marcher, mais enfin une qui pourrait raccorder tous les indicateurs, ce serait de supposer qu'il y aurait un neutrino de plus. Par exemple, une espèce relativiste qui aurait une masse de l'ordre de l'électron-volt, donc relativiste au moment du découplage, et qui changerait un petit peu le résultat de Planck, qui a supposé qu'il n'y avait que 3 neutrinos. Donc, en faisant cette hypothèse, on voit que tous les autres indicateurs seraient en accord avec cette hypothèse. Donc, il est possible qu'il y ait un neutrino de plus, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir que la mesure de Planck indirecte ne colle pas du tout avec les mesures d'H0 locales. Alors, une autre quantité qu'on va vouloir mesurer, c'est le fameux gamma. Donc, comment on définit ce gamma? Alors, on a un contraste de densité que vous voyez ici dans une simulation. On voit qu'au début, les baryons sont disposés de façon homogène. Puis peu à peu, il y a une croissance des structures. Et cette croissance, on l'indique avec delta. Le delta, c'est delta rho sur rho, le contraste de densité, qui croît en gros comme le rayon de l'univers, A de t. On peut en déduire l'équation. Et ce fameux gamma, c'est justement le taux de croissance en fonction de A, qui va pouvoir varier si on a juste la gravité d'Einstein ou la gravité modifiée. Donc ceci, on va pouvoir l'avoir avec la mesure de la distorsion dans l'espace de redshift, ou la mesure des lentilles faibles, ou d'autres cumulées. Alors c'est ce qu'on va faire avec le satellite Euclide. Alors qu'est-ce que c'est Euclide? C'est une mission essentiellement européenne. Il y a quelques collaborations des Américains, mais c'est l'ESA qui va le lancer. C'est un télescope spatial, pourquoi? Parce qu'on veut avoir énormément de résolution spatiale, donc un peu comme le Hubble qui s'affranchit de l'atmosphère. L'atmosphère, comme vous le savez, brouille toutes les images. Ici, on aura un pixel de 0,1 arc-seconde, alors que le signe sur Terre, c'est 1 à 2 secondes. Donc le but, c'est d'aller dans l'espace pour avoir énormément de précision sur les images, donc faire par exemple des lentilles faibles, avoir une déformation de ces galaxies. On aura un grand champ, donc c'est la grosse différence avec le télescope de Hubble, qui était aussi un télescope dans l'espace, mais de 2 mètres, et qui avait un tout petit champ. Donc on a fait des champs profonds, mais c'était 3 minutes d'arc par 3 minutes d'arc, donc on n'a pas du tout cartographié tout le ciel. Ici, le but, c'est de cartographier une grande partie du ciel, 15 000 degrés carrés, par rapport à des minutes carrées qu'a fait cartographier Hubble. Donc on voit que c'est vraiment un but complètement différent, avec des grandes caméras de CCD, 570 mégapixels, et un champ de vue qui est 1 degré carré presque, donc très différent de la minute carrée. Et puis, à la fois dans le visible, pour des redshifts assez faibles, et lorsqu'on veut remonter un peu le temps, on aura aussi de l'infrarouge, décalé vers le rouge, donc avec une photométrie et une spectrométrie, photométrie avec trois bandes. Donc sans doute lancé en 2020, pour l'instant il n'a toujours pas de retard, et il sera au point de Lagrange, L2, là où sont déjà Planck et Herschel par exemple. On aura évidemment, la mission va durer un peu plus de 6 ans. L'essentiel c'est de regarder les galaxies et de débusquer de l'énergie noire, mais il y aura aussi quelques exoplanètes et des supernovae, et un champ plus profond avec 2 magnitudes de plus dans un petit espace. Alors voici en gros les caractéristiques en plus en détail. On a ces 2 grands surveys, un grand survey un peu plus superficiel et un plus profond, mais plus petit, et surtout 12 milliards de sources. 12 milliards de sources et 50 milliards de redshift. Alors évidemment, le télescope est un peu petit, donc pour avoir des spectres, ce n'est pas très facile, il faut de la sensibilité. Donc un grand nombre de redshift sera obtenu au sol, soit avec le CFH, soit avec les eaux, soit avec le télescope japonais. Et vous voyez que les magnitudes de sensibilité, on a 3 fréquences ici et une visible, et peut-être les supernovae. Alors évidemment, il y a un projet en parallèle américain qui s'appelle WFIRST de la NASA. Il est en retard par rapport à celui de l'Europe, ici, par rapport à Euclide. Il y a quand même l'assemblage ici de miroirs. Il est le double, à peu près 2 mètres, donc un peu comme le télescope de Hubble. Et il fera beaucoup moins de cartographie, donc c'est plutôt milliards de galaxies par rapport à 12 milliards. Mais il y a 2 buts, non seulement l'énergie noire, qui peut-être, lors du lancement 2025-2030, sera peut-être déjà connue, donc ils ont proposé de traquer aussi les exoplanètes, donc avec un coronographe qui est là pour éteindre l'étoile lorsqu'on veut regarder les planètes autour, et puis la découverte par micro-lentille de 2600 peut-être autres planètes. Mais voici un petit peu le but du satellite, la précision
qu'ils veulent obtenir, par exemple dans le diagramme W et dW sur dA, hein, le WA. Alors on voit ici en vert la précision que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire très peu de précision. Lambda, c'est la constante cosmologique pour -1 et la variation 0, hein, W égale 0. Et puis peut-être on aurait cette précision-là, donc une augmentation énorme qui pourrait justement faire la différence entre tous les modèles de quintessence dont on a parlé, des modèles gelés ou bien qui se dégèlent, etc., avec la dérivée positive ou négative de W. Donc on arrivera à distinguer entre tous ces modèles, c'est ça l'essentiel. Alors une comparaison de la sensibilité des instruments qu'on vous présente ici. Donc vous voyez que Euclide arrive plus tôt, mais il est un peu moins sensible. Il a ces 4 bandes ici. Les chiffres qui sont là sont la résolution spatiale. Donc comme c'est dans l'espace, on a 0,1 arc-seconde, hein, ça c'est en millisecondes. Et puis par contre, le LSST, qui est un télescope au sol, mais de 8 mètres, donc beaucoup plus sensible, donc on descend vers des magnitudes plus profondes, mais vous voyez que la résolution est plutôt de l'ordre de 0,4 secondes d'arc, enfin le pixel, puisqu'on a à traverser l'atmosphère. Et puis WFIRST, c'est plus dans l'infrarouge, il a aussi une bonne résolution pour être dans l'espace, et comme il est plus grand, 2 mètres, il a plus de sensibilité. Alors maintenant, je parlerai surtout du radiotélescope, hein, de SKA. Qu'est-ce qu'on va faire avec SKA? On va faire un petit peu on va utiliser les mêmes outils, mais avec la radioastronomie, c'est-à-dire le gaz des galaxies, comme on le disait tout à l'heure, deux genres de survey. Un survey où on regarde les galaxies une par une. Donc ça va prendre du temps. Et on va voir qu'on va peut-être atteindre le milliard. Mais auparavant, pour être compétitif avec Euclide, qui va arriver bientôt, dans 3 ans, on peut aussi faire des cartes d'intensité de H1, c'est-à-dire du gaz atomique, sans détecter les galaxies une par une. Donc je vais essayer de présenter ces deux genres de survey. Et puis aussi le continu radio des galaxies, simplement, même sans ray. C'est plus difficile parce que vous n'avez pas le redshift, mais pour faire des lentilles gravitationnelles, c'est très fort. Le continuum radio, il est dû à 2 choses. D'abord, des noyaux actifs, donc le trou noir au centre, qui émet beaucoup, et puis aussi la formation d'étoiles dans les galaxies, les supernovae émettent de l'émission synchrotron en continuum radio. Donc ces 2 émissions vont pouvoir être détectées avec ce genre d'instruments. Ici, vous voyez les paraboles, vous voyez aussi les tuiles, donc on va décrire exactement les instruments en fonction des fréquences. Donc on va avoir des lentilles faibles, des BAO, des RSD, on fait exactement les mêmes outils, et en plus, on aura les ondes gravitationnelles qu'on va pouvoir détecter avec les pulsars, parce que les pulsars vont être beaucoup plus nombreux avec cet instrument, et puis la constante de Hubble avec les mégamasers et le dipôle radio. Donc pour l'outil BAO, alors il y a plusieurs étapes dans SKA. SKA est un instrument qui va commencer en 2020 aussi, mais comme il est fait par morceaux, il y a des petites antennes, on reconstruit la surface peu à peu. On a une première phase SKA1 et puis la dernière phase SKA2 qui aura toute la surface voulue. Donc avec le SKA1 qui va venir vraiment très vite, on va pouvoir faire 3 surveys avec un survey assez superficiel, mais qui aura pratiquement tout le ciel, c'est-à-dire 3 pistes irradiants, le ciel faisant 4 pistes irradiants. Comme l'instrument est au sud, on verra surtout l'hémisphère sud. L'instrument va être une partie en Australie, une partie en Afrique du Sud. On aura, dans les premiers temps, 4 millions de galaxies, en survey galaxies une par une, jusqu'à 0,2, 2 millions avec 5000 degrés carrés, et 400 000. Et vous voyez que les redshifts choisis sont justement ceux qui entourent le Z égale 0,5, où on a l'énergie noire qui commence à dominer. On va avoir ce genre de P de K, c'est-à-dire la fonction de corrélation. Et voici en gros les volumes qui vont être couverts. Un très très grand volume à moyenne fréquence. Alors ici, IM, ça veut dire Intensity Mapping, c'est-à-dire la carte de l'hydrogène atomique, mais sans détecter les galaxies une par une. Alors ça, c'est celui qui fait le plus gros volume, évidemment. Et puis, galaxie par galaxie, mais avec le SKA2, l'ensemble de SKA, les volumes de SKA seront beaucoup plus grands que ce que pourra faire Euclide. Ça, c'est très intéressant. On aura plus de statistiques
en gaz atomique, Euclid, et puis d'autres surveys qui sont le Dark Energy Survey qui est déjà en cours, optique au sol, le survey de Sloan, et puis WFIRST, comme vous voyez, n'aura moins de volume car il a un champ plus petit. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte d'intensité ou intensity mapping en anglais? Voici la méthode. Hein. C'est une méthode qui voudrait aller plus vite. On a par exemple dans une carte ici un grand nombre de galaxies. Chaque point est une galaxie que l'on peut détecter avec sa raie par effet Doppler, par décalage vers le rouge, de l'hydrogène atomique. Mais si on n'a pas envie de connaître exactement galaxie par galaxie pour 1 million ou 1 milliard de galaxies, on peut se contenter, et ça va plus vite, de faire un survey rapide de pixels. Et dans chaque pixel, vous aurez un grand nombre de galaxies qui va contribuer au signal, mais qui ne seront pas individualisées. Alors là, il y a quand même un problème, c'est que d'abord, il faut être au-dessus du bruit de variance cosmique, du bruit carrément de statistique. Alors vous voyez ici le nombre de galaxies en fonction du redshift. On voit que le bruit statistique, c'est celui-là en pointillé, et que la première étape de ce cas sera au-dessus du bruit seulement jusqu'à z égale 0,1, 1. Et puis la deuxième étape de ce cas pourrait être au-dessus du bruit pour l'ensemble jusqu'à z égale 2. Donc on va y aller en étapes. Et puis surtout, un gros problème, c'est qu'on a des avant-plans. Si on ne détecte pas une galaxie par galaxie, il faut soustraire les avant-plans à l'intensité d'hydrogène atomique à chaque redshift. Alors évidemment, on sait à quel redshift ça correspond car on a des bandes de fréquences. Par contre, il y a des avant-plans qui émettent en continu, donc toutes les fréquences. Et ces avant-plans représentent 1000 fois plus en intensité que le signal attendu. Et ça va être une des grosses difficultés. On a déjà des essais aujourd'hui avec des précurseurs. Mais ceci est très difficile. Alors vous allez me dire, pour le fond cosmologique, on l'a déjà fait, puisque on a détecté des fluctuations qui sont à 10-5 du flux du champ du fond cosmologique à 3 degrés K. Oui, mais pour le fond cosmique, c'est beaucoup plus facile parce que le signal, il est un corps noir parfait. C'est vraiment un rayonnement de corps noir. Donc, si on fait le spectre des rayonnements d'avant-plan, que ce soit synchrotron, la Voie lactée, le dipôle, etc., on arrive à les soustraire assez facilement. Ici, pas du tout. Le signal n'a pas du tout la forme d'un corps noir et c'est assez difficile de le mélanger. Donc, on est en train, en ce moment, d'essayer de trouver des algorithmes qui peuvent justement le soustraire. Alors, voici un premier résultat de cette carte intensité qui a été faite en 2014 avec une antenne unique qui est le Green Bank Telescope, GBT, qui fait 100 mètres de diamètre, qui est aux États-Unis dans une région qui s'appelle Green Bank, justement. Alors, vous voyez ici l'intensité du fond, des avant-plans en fait, et le signal qu'on veut mesurer, c'est en rouge ici. Donc, ici, on a des surveys avec des barres d'erreur qui ont été faites. Et on arrive à peine à détecter le signal et à essayer de soustraire les avant-plans. Vous voyez, la difficulté est assez grande. Alors, dans ce petit diagramme, on regarde un peu l'intérêt de détecter ce signal avec soit une antenne unique, c'est-à-dire une antenne de 100 mètres par exemple, ou les antennes de SKA qui feront à peu près 12 ou 15 mètres selon le cas, et puis de le faire en mode interférométrique où on regarde seulement les hautes fréquences spatiales. Dans un interféromètre, on n'est pas du tout sensible à des basses fréquences auxquelles sont sensibles les antennes uniques. En effet, lorsque vous avez deux antennes qui peuvent se rapprocher, elles ne peuvent pas se toucher, et donc on n'arrive pas à avoir les lignes de base plus petites que la taille de l'antenne. Donc tout ça, ça se montre ici. Vous avez le bruit ici en fonction de l'échelle spatiale, c'est-à-dire que le nombre d'ondes, l'inverse de l'échelle. Ici, vous avez les hautes échelles spatiales, donc la haute résolution. Ici, les basses résolutions. Donc vous voyez une parabole unique, hein, ce qu'on appelle dish, une parabole unique, ici, est très sensible à un bas bruit jusqu'à la tâche de diffraction, jusqu'à sa résolution maxi. Et puis ensuite arrive l'interféromètre qui prend le relais, en quelque sorte, puisqu'on peut rapprocher les deux antennes. Donc justement, lorsqu'on regarde le P de K des BAO, celui qu'on veut regarder, c'est justement l'intérêt est exactement à ces valeurs de K qui sont 0,1 et qui sont à la limite entre les antennes uniques et l'interféromètre. Donc il faudra faire un peu les deux.
on fera fonctionner le radiotélescope soit en interféromètre, soit aussi en regardant le même objet n fois avec la n antenne. Ça fait la même surface, mais c'est l'antenne unique. On a tous les espacements courts. Donc tout ça est en train de s'être étudié pour être prêt lorsque SKA va arriver. Alors pour l'instant, voici où on en est, ce qui est vraiment très très bruité. Ici, on a en fonction du redshift la quantité de H1 dans l'univers. Par exemple, comment varie la densité d'hydrogène atomique dans l'univers, dans les galaxies et juste à côté. Eh bien, vous voyez que ce qu'on connaît exactement, c'est uniquement en rouge, qui sont les surveys qu'on a fait avec des antennes comme Arecibo ou comme Nancy, par exemple, à z égale 0, puisqu'on est sensible dans cette règle à z égale 0 ici. Donc là, c'est très précis. Mais ensuite, dès qu'on est à grand redshift, on voit ici ces points-là sont détectés en Rayleigh alpha par absorption. Donc c'est aussi de l'hydrogène atomique, mais c'est des répermises qui sont vues en absorption devant des quasars. Et ce qu'on appelle DLA, c'est damped, ça veut dire que c'est saturé. Et ça veut dire qu'on est en présence d'une galaxie qui est devant la ligne de visée. Donc avec toutes ces mesures-là, on a pu avoir ces barres d'erreur-là, qui sont géantes et qui ne nous disent pas grand-chose, en fait, sauf qu'on est à peu près, vous voyez, un modèle possible serait ici, donc c'est compatible avec le modèle, et pratiquement tout serait compatible avec ce modèle. Ici, on a d'autres observations aussi en absorption de Lyman alpha, mais on n'a aucune observation directe d'émission, on a plutôt d'absorption, et c'est ça qu'on voudrait avoir avec le SKA. Alors voici des simulations qui sont faites justement de mesures de ces BAO, les BAO qui sont près du fond cosmologique et qu'on retrouve dans les galaxies, avec plusieurs instruments. Alors il y a des antennes comme par exemple l'antenne Bingo qui est en train d'être construite en Uruguay, là, dans une carrière. On voit qu'on a encore pas mal de barres d'erreur assez grandes dans cette zone où on veut mesurer le BAO. MIRCAT est un précurseur de SKA en Afrique du Sud. On voit qu'on arrive à améliorer. Et puis la première phase de SKA, on voit qu'on aura un bruit qui sera à peu près sensible, à peu près comparable à ce que fera Euclide à la même période dans les années 2020. Donc soit à haute fréquence, soit à basse fréquence. Donc c'est assez prometteur. Et voici par exemple par Martin Settal un calcul de la sensibilité que l'on a justement dans la constante de Hubble, le bruit que l'on a dans la constante de Hubble, et dans la détermination de la distance angulaire, avec plusieurs familles de surveys. Ici, en jaune, il s'agit de la première étape de survey galaxie par galaxie. Vous voyez que ce n'est pas très, très performant. Par contre, la carte de H1 est beaucoup plus performante en bleu et se compare à la fin avec Euclide qui est en gris. Donc le SKA2 là, sera bien meilleur que Euclide dans certaines longueurs d'onde. Donc ça montre qu'on va pouvoir être complémentaires. Alors, je pense que les deux vont donner des résultats qui sont beaucoup plus intéressants en combinaison qu'isolés, puisque l'un, c'est les étoiles, donc peut être biaisé en fonction de l'optique, des étoiles qui sont formées, et les autres, c'est le gaz. Donc, ce ne sont pas les mêmes galaxies qui seront vues, et donc on va pouvoir faire une combinaison tout à fait intéressante. Voici aussi ce qui est prévu par SKA et Euclide pour l'erreur sur le spectre de puissance et les figures de mérite dans le diagramme W0WA. Donc la première période de SKA1 ne sera pas très très performante, on voit en vert. Toujours les deux couleurs légères et foncées sont à 95% de degré de confiance et à 68%. Donc on a les deux courbes en bleu, c'est Euclide, et en rouge, la dernière phase de SKA, on voit qu'elle sera meilleure qu'Euclide, donc on arrive à encadrer la précision d'Euclide. Alors dans la distorsion de redshift, dans l'espace de redshift, c'est l'outil essentiel qui va nous donner la gravité modifiée. Est-ce qu'on peut se contenter de la gravité d'Einstein, la relativité générale? Ici, vous avez le sigma 8 et en fonction de z. Une simulation de la gravité ordinaire est en grisé. Et en couleur, vous avez deux modèles de gravité modifiée. Vous voyez que les mesures actuelles ne peuvent pas les distinguer. Donc on n'arrive pas à savoir si vraiment il faut la modifier. Ici, il y a un zoom dans cette partie-là. On voit bien que les barres d'erreur sont très très grandes. Et par contre, dans le futur, on peut comparer les bruits, le bruit en gamma qui sera donné. Alors, WFIRST n'est pas très très performant dans cet outil-là. On a Euclide en grisé,
qui sera bien mieux, et puis le SK en rouge, le SK final, qui sera encore mieux. Donc, les surveys en continu, on a comme sensibilité, dans la première partie, on aura 3 microjansky, on va descendre jusqu'à 0,1 microjansky. On va voir que dans la première partie, on pourra avoir 1 milliard de galaxies, et puis ensuite en avoir encore plus dans la deuxième partie. Alors, c'est vraiment un pas de géant, car actuellement, voici où nous en sommes. Ici, c'est un survey radio profond qui a été fait dans le Hubble Deep Field. Donc, dans le Hubble Deep Field, ce que vous voyez l'empreinte caractéristique de Hubble avec un grand nombre de galaxies. Il y avait 3000 galaxies par minute carrée, donc un grand nombre de galaxies. Et un même survey de la même région a été fait avec le VLA, donc un des plus grands instruments radio actuels. En 50 heures, on a détecté 6 sources. Donc c'est vraiment très très peu. On les voit ici dans les contours. C'est extrêmement peu. Alors ce qu'on va pouvoir faire avec SK, c'est bien plus dans le même genre minutes carrées, 3-4 minutes carrées. Voici ce qu'on va voir. Alors avec le premier survey qui est peu profond, avec le plus grand survey. Alors ce que sont ces sources-là, en bleu, ce sont des sources où on a des galaxies qui ont la formation d'étoiles, donc ce sont des supernovae qui émettent du synchrotron et qui émettent en radio continue. En vert, vous avez des radiosources, donc des noyaux actifs qui émettent un jet qui a 2 lobes, donc on a des sources qui sont allongées dans la direction du jet ici. Donc il y a deux types de radiosources. Il y a des radiosources, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais qui sont plus faibles et qui sont plus nombreuses, ce sont les vertes, et puis les FR2 qui sont plus fortes, mais beaucoup moins nombreuses, on les voit en rouge ici. Donc dans des champs de 2 ou 3 minutes carrées, on en aura quelques-unes, mais évidemment lorsqu'on aura des milliers de degrés carrés, on en aura beaucoup plus. Mais voyez la différence avec un champ où on avait aujourd'hui 6 sources, et là on en a des milliers. Donc on aura vraiment une possibilité de faire des surveys et des statistiques bien plus grandes. Par exemple, on pourra détecter le dipôle radio. Vous avez déjà détecté le dipôle dans le fond cosmologique du CMB, qui est juste la traduction de notre mouvement par rapport au fond cosmologique. La galaxie, le groupe local, bouge avec 600 km par seconde dans une direction. Donc on a pu le mesurer avec le CMB. Et en radio, on peut le mesurer parce qu'on a tout le ciel, donc on a un grand nombre de sources radio. Jusqu'à présent, c'est assez bruité. On a mesuré un dipôle qui fait 4 fois le dipôle du CMB. On se demande si c'est du bruit ou si c'est vrai. Et la direction n'est pas tout à fait la même. Donc, est-ce que ça va subsister lorsqu'on aura des millions et des milliards de sources, ou faudra-t-il supposer un autre phénomène comme le curvaton, etc., pour montrer que le dipôle n'est pas le même? Alors ici, on a des simulations de ce dipôle. Si jamais il reste égal à 4, on aura plus de précision. S'il est égal à 1, on aura cette précision-là avec le SK1, SK2. Donc, on pourra vraiment progresser sur cette question du dipôle radio. Les lentilles faibles aussi, vous voyez que la forme des radiosources est particulière, notamment les noyaux actifs. Donc c'est assez facile de regarder s'il y a des déformations du champ par des lentilles. Alors par exemple, quand on compare le nombre de sources avec Euclide et avec SK2, on voit que Euclide a beaucoup plus de sources, c'est la courbe en rose là, beaucoup plus de sources à z égale 1, mais ensuite à grand Z, c'est les radios qui redominent. Donc c'est tout à fait complémentaire, on pourra avoir des renseignements bien meilleurs avec les deux. Ici, on pourra avoir aussi la non-gaussianité. On atteint des échelles qui sont à grand redshift au-delà de l'horizon à cette époque-là. Ici, on a une zone qui est encore permise par Planck, qui a donné le sigma à 7 environ. Donc ici, tout ça, ce serait permis. Et on voit qu'on va restreindre l'espace possible et peut-être détecter CFNL ou alors donner un bruit beaucoup plus faible avec le SKA. Donc la simulation du ciel a été faite. Dans 1 minute carrée, on s'attend à trouver toutes ces sources-là en H1 et en molécules. Et puis la détection des non-gaussianités. Alors ici, on commence déjà avec des précurseurs de SKA qui existent déjà. Un LOFAR, on va le présenter tout à l'heure, qui est un LOFAR, ça veut dire Low Frequency Array. C'est un instrument qui existe déjà aux Pays-Bas et dont on a des stations aussi à Nancy, en France, en Sologne. Il y en a des stations en Suède, en Allemagne, etc. Et il commence déjà à regarder ces non-gaussianités. Par exemple, ici, la fonction de corrélation en fonction des multipôles. Donc, les faibles multipôles, donc les grandes échelles, on voit qu'il y a possibilité de détecter si la non-gaussianité est non nulle.
au-delà de la variance cosmique. La variance cosmique, c'est tout le grisé ici. Alors, je vous avais dit qu'il y avait aussi d'autres indicateurs, notamment les pulsars. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier à SKA, qui ne sera pas fait du tout par Euclide. Les pulsars, vous voyez, ce sont des petites étoiles à neutrons qui tournent sur elles-mêmes et qui envoient des pulses régulièrement avec une fréquence d'horlogerie, 1 seconde. Et ce qu'on appelle time of arrival, c'est-à-dire qu'on essaie de suivre à quel moment ils arrivent, car s'ils sont en retard, ça veut dire que l'espace entre le pulsar et nous aura peut-être été allongé par une onde gravitationnelle. Donc on va se servir des pulsars pour détecter les ondes gravitationnelles. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a deux sortes de pulsars en fait. Le pulsar, c'est une étoile à neutrons, un résidu lorsque une étoile massive a explosé en supernovae, comme le CRAB, dont les Chinois ont vu l'explosion en l'an 1000. Donc il y a deux sortes de pulsars en fait. Il y a des pulsars qui sont des périodes de l'ordre de la seconde. Donc l'étoile ici tourne sur elle-même en 1 seconde ou plus. Et l'axe de rotation n'est pas l'axe du dipôle magnétique. On a un champ magnétique énorme aussi dans la concentration. On a conservé le moment magnétique et le moment cinétique. On a des champs de 10 puissance 12 Gauss. C'est assez remarquable. Et puis, on s'est aperçu il y a une dizaine d'années ou plus qu'on a une autre catégorie de pulsars qui est le pulsar milliseconde, vraiment 1000 fois plus vite. Il tourne encore 1000 fois plus vite. Et ce sont des pulsars évolués, âgés, si vous voulez. Des pulsars qui sont réactivés par leurs compagnons. Alors, on sait que la moitié des étoiles est binaire, donc ça arrive fréquemment. Il y a un compagnon qui, dans un stage de sa vie, son enveloppe dépasse le lobe de roche et il y a de la matière qui tombe sur l'étoile à neutrons et qui fait tourner encore plus vite cette étoile à neutrons. Comme cette étoile à neutrons est assez évoluée, son champ magnétique s'est déjà un petit peu évaporé, il est 10 puissance 8 ou 10 puissance 12, et donc la durée de vie de ce pulsar milliseconde est beaucoup plus grande, vu qu'il rayonne beaucoup moins à cause de son champ B faible. Donc si la durée de vie d'un pulsar isolé qui n'est pas en binaire est de 100 millions d'années, lorsqu'il est milliseconde, il peut durer des milliards d'années. Donc on a un grand nombre de pulsars millisecondes. Alors vous voyez ici le diagramme période et puis variation de la période. On a tous les pulsars normaux qui sont dans la seconde, environ la seconde, et dont la période varie beaucoup, c'est-à-dire qu'ils rayonnent beaucoup et ils ralentissent. Par contre, dès qu'ils sont recyclés par leur binaire, ils arrivent à la milliseconde, donc ils tournent beaucoup plus vite, et ils se ralentissent beaucoup moins, parce qu'ils rayonnent beaucoup moins. Donc ce sont ceux-là qui, par exemple, un des millisecondes pulsars qu'on a observé beaucoup, là, qui est très connu, vous voyez qu'on a le 13e chiffre, qui est très très précis, et ce 13e chiffre, là, toutes les demi-heures, il augmente de 1. Mais comme il y a au moins 13 chiffres, les 6 premiers, là, dans la liste, restent les mêmes pendant 1000 ans. Donc c'est ça qu'on va regarder. Alors, quel est le principe? Vous voyez qu'on aimerait avoir, et on a déjà tout un réseau de pulsars, et on les suit. Alors évidemment, on a une très grande précision, puisqu'on a 1000 périodes par seconde, on les suit pendant des années. Et si le pulsar a une onde gravitationnelle entre ce pulsar et nous, vous voyez que l'espace est étiré, et le temps d'arrivée du pulse est retardé. Et c'est ça qu'on mesure. Alors, avec ces pulsars qu'on va détecter avec SKA, vous voyez le nombre de pulsars connus, c'est le noir ici, évidemment tout près du Soleil. Le Soleil est ici, là c'est la galaxie, le centre de la galaxie. Et tous les pulsars qu'on pourra détecter avec SKA sont en bleu. On pense qu'on va en détecter peut-être 20 000. Alors pas tous, puisque le pulsar, en fait, il envoie un pulse que lorsqu'on est sur la ligne de visée du faisceau. Mais on pense qu'on aura peut-être 20 000. Et on aura donc un réseau de pulsars pour détecter ces ondes gravitationnelles. Alors il y a aussi ces autres rates ici, qui sont une autre sorte de pulsars un peu irréguliers, mais qui augmentent le nombre d'objets à observer. Alors voici un peu la sensibilité aux ondes gravitationnelles qu'aura SKA. Ici on a l'amplitude et les longueurs d'onde. Alors vous savez que l'an dernier on a détecté grâce à LIGO et Virgo les ondes de très haute fréquence, qui sont 10 Hz, qui sont des fusions de trous noirs de masse stellaire, ou 20 ou 30 masses stellaires. Donc la fréquence est assez haute. Ensuite, on ira dans l'espace pour avoir des bras de Michelson qui seront des millions de kilomètres et non pas des kilomètres.
On pourra détecter des trous noirs supermassifs qui auront des fréquences beaucoup plus basses, de 0,01 Hz. Et puis ici, les pulsars, ce sera en fait avec les pulsars, on a des bras de levier, donc des bras de Michelson, si vous voulez, qui sont de l'ordre de l'année-lumière, donc ça sera beaucoup plus grand. Et donc on pourra détecter 10 nanohertz, etc. C'est-à-dire que les longueurs d'onde, il y en aura un qu'il faudra attendre plusieurs mois pour avoir la longueur d'onde et plusieurs années. Donc ce sera quelque chose de... Il faut être très patient. Mais vous voyez que SCA va pouvoir détecter ces longueurs d'onde-là. Alors non seulement on aura tous les trous noirs, etc., mais on aura l'inflation là, qui est ici. Ici, c'était aussi les cordes cosmiques, si jamais elles existaient, mais enfin, elles n'existent pas, on dirait. Et puis, on pourra peut-être tester les modèles d'inflation. Ici, Pierre-Henny, par exemple, a fait un calcul de plusieurs modèles d'inflation. On voit que la sensibilité de SCA va être bonne pour avoir le modèle d'inflation de Starobinsky, par exemple. Donc, on va pouvoir accéder à des contraintes sur l'inflation. Ça dépend évidemment, l'inflation peut donner des ondes à beaucoup de fréquences. On pourra avoir LIGO, LISA aussi, mais SKA pourra donner son point de vue là-dessus. Évidemment, il y aura le successeur de Planck, par exemple CORE, qui est une des missions qui est en train d'être étudiée et qui pourra regarder le mode B des fonds cosmologiques. On a vu que Planck et puis BICEP2 n'étaient pas encore arrivés à détecter ces ondes gravitationnelles primordiales par le mode B, c'est-à-dire le mode de polarisation qui a la géométrie du champ B. Mais pour l'instant, on est en train d'essayer de détecter ces modes. En fait, on a détecté plutôt les modes qui sont des modes E qui deviennent B par l'antigravitationnel, mais on n'a pas détecté du tout les ondes gravitationnelles primordiales. On a le petit rapport, là, R, entre le tenseur et le scalaire qui est inférieur à 0,1, comme on a vu dans les exposés précédents. Donc, je vais, dans les minutes qui me restent, décrire un petit peu l'instrument de SKA qui est en train d'évoluer. Au départ, on avait un projet d'1 km². On va voir qu'on a un tout petit peu réduit de manière à rentrer dans le budget la surface. Mais le but était d'avoir à peu près 50 à 100 fois plus de sensibilité qu'on a aujourd'hui. Et dans le continuum, 1000 fois plus, parce qu'on a plus de surface, mais aussi parce que la bande de fréquence est plus grande, donc on gagne en sensibilité. Alors, vous voyez, les longueurs d'onde, c'est de 1,2 cm à 4 mètres. Et on pourra avoir une grande ligne de base, comme 3000 km, donc une très très grande résolution spatiale pour, par exemple, détecter les mégamasers, qui sont très puissants. Donc la sensibilité par rapport aux instruments qui se sont développés au cours des âges, ici on en est ici, et on va faire un saut de sensibilité. Alors, voilà un petit peu la configuration. On aura un cœur d'antenne très très dense pour les objets qui sont très difficile à détecter, donc on veut beaucoup de surface. Et puis, on aura une structure un peu plus développée qui ira jusqu'à 3000 km pour les objets qui sont faciles à détecter comme les mégamasers, mais qui ont besoin de résolution spatiale. Donc, on a ces deux contraintes, en quelque sorte. Énormément de surface avec peu de résolution, et puis beaucoup de résolution et moins de surface. Donc, voici un peu la structure un peu spirale ou fractale qui sera... Et puis, le champ de vue donc, est énorme. On a 1 degré carré par rapport à la taille de la Lune qui fait 30 minutes. Vous voyez un peu le SKA, alors que HST ferait 3 minutes. Donc, on est en train de faire un instrument qui va avoir un volume couvert du ciel très très grand. Et un aspect très important est que c'est une nouvelle technologie à basse fréquence, surtout à haute fréquence, il y aura peut-être des paraboles, mais à basse fréquence, vous avez seulement des tuiles, des dipôles en quelque sorte, qui ne bougent pas, fixes. Donc ça, c'est très facile et peu coûteux. Par contre, on va reconstituer le lobe d'observation et on peut même en restituer plusieurs. Donc on pense ici en avoir 8 d'un coup. Pour un seul instrument, on peut faire 8 observations simultanées. Alors il suffit d'avoir de l'électronique qui, par des lignes à retard et des combinaisons différentes, va choisir cette direction. Par exemple, on a une galaxie d'un côté, un pulsar de l'autre, etc. Et ces 8 observations seront simultanées et seront calculées avec de l'électronique. Alors évidemment, il faut une électronique poussée, il faut un supercomputer à chaque station, mais on pourra choisir le champ de vue et la direction de pointage. Alors cette technologie est en train d'être, depuis au moins quelques années, d'être testée par exemple à Nancy, donc en France, où on a Embrace, qui est justement la reconstruction de l'aube. Vous
voyez que ces tuiles, lorsqu'on les regarde à l'intérieur, ce sont des dipôles, des antennes Vivaldi. Et donc il y en a un nombre impressionnant. Et il faut une électronique poussée pour reconstruire le lobe dans la direction que l'on veut. Donc un champ de vue qui sera d'1 degré. Et puis comme c'est un interféromètre entre plusieurs stations, on aura une résolution qui sera les franges ici que vous voyez en rouge, qui sera la résolution obtenue. Donc on aura un champ de vue, une résolution qui sera entièrement calculée par l'électronique. Donc ça marche déjà annoncé pour un prototype. Alors, 2 instruments sont en train d'être construits. Donc, un en Afrique du Sud. Là, vous voyez une vraie image. Ici, c'est plutôt une vue d'artiste, mais c'est une vraie image. Donc, on a des paraboles qui sont un peu décentrées pour ne pas avoir trop d'ondes stationnaires. Et puis, à basse fréquence, donc ces stations de tuiles qui seront disposées. On aura un grand nombre de stations. Et à la fin, pour le SCA2 final, on aura vraiment 1 km² de surface équivalente collectrice. Et puis, on aura en Australie ces très basses fréquences avec des dipôles qui seront distribués dans des déserts, évidemment, loin des perturbations de radio, et puis des paraboles aussi. Donc, selon la fréquence, haute fréquence des paraboles et basse fréquence des dipôles. Alors, en 2015, il y a eu une restructuration de l'instrument pour que le coût initial, qui était d'1 milliard, rentre dans l'enveloppe de 650 €. Donc, il y a un tout petit peu de réduction d'ambition pour la première phase de SK1 et du survey à moyenne fréquence. Il faut dire qu'il y a 10 pays qui sont impliqués et qui payent la mission pour l'instant, qui sont ces pays-là. Alors, la France participe sur un strapontin, mais pas complètement, car on n'a pas complètement l'argent pour le faire, mais on pense qu'on va l'avoir dans un futur proche. Mais quand on regarde évidemment ces pays qui participent, comme il y a la Chine, l'Inde, ça fait à peu près en population, évidemment c'est énorme, 40 populations qui participent à cet instrument. Alors il y a des précurseurs qui sont un en Australie et un en Afrique du Sud, comme on a vu, enfin même 2 en Afrique du Sud, donc à basse fréquence, je ne décris pas les... voici les divers designs, je vais passer rapidement ici sur les 2 sortes de fréquences. Donc un demi-kilomètre carré sera ici et l'autre à basse fréquence. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ces instruments marchent déjà. Un ASCAP est très complémentaire en Australie par rapport à celui qui est en Afrique du Sud. L'un est très profond. Il a un champ qui représente le rond rouge. Le bleu, c'est les instruments actuels qu'il y a aux États-Unis, par exemple, ou en Hollande. Et celui qui est en Australie a un champ de 30 degrés carrés d'un coup. Donc, par exemple, si vous avez Andromède derrière, vous pourrez voir toute la structure d'Andromède en une seule fois, en un seul pointage. Donc, la vitesse du survey, vous voyez que ça va progresser dans SK1, SK2, etc. On a une super vitesse en fonction des années. Donc, où ça va se trouver, Ici, vous avez le cœur du réseau, c'est près de Perth, à l'ouest, ici. Mais vous voyez que les antennes, elles se trouvent partout. Et heureusement, on a les 3000 km qu'il faut dans tout le continent. Donc, vous avez des antennes ici pour avoir la résolution spatiale que l'on veut pour les objets puissants. En Afrique du Sud, vous voyez qu'il y a 7 pays qui sont concernés, pas seulement l'Afrique du Sud, mais aussi le Botswana, etc. Et on distingue 2 choses. On distingue les précurseurs, ceux qui sont déjà dans le site, et puis ce qu'on appelle Pathfinder en anglais, c'est-à-dire c'est en quelque sorte un précurseur, mais ils ne sont pas sur le site. Et il y en a un en France, annoncé, Nénuphar, qui est à très basse fréquence, et dont la surface est vraiment presque équivalente, enfin, quand elle sera terminée, c'est en construction, il sera équivalente à tout le LOFAR qui est en Hollande. Alors, dans ces Pathfinder, déjà on fait de la science, en attendant 2020 qu'on ait le SCA. Vous voyez que par rapport aux instruments actuels, on fait un très grand progrès en surface couverte et en sensibilité. Donc déjà, je vais vous présenter de belles images qui sont les photos actuelles de l'OFAR. Ce sont une île un petit peu artificielle qui est faite avec les canaux hollandais ici, qui est tout à fait circulaire. Et vous voyez les tuiles qui fonctionnent déjà avec les antennes dipôles. Donc vous avez 2 sortes de fréquences ici, antennes dipôles et tuiles. On en voit ici aussi. Et il y a plusieurs stations comme ça qui interfèrent les unes entre elles. Quand on regarde l'ensemble qui est en Europe, donc le cœur que vous avez vu est ici.
On a cette station à Nancy qui contient des dipôles et des tuiles. Et puis vous en avez en Suède, vous en avez en Angleterre, vous en avez aussi en Allemagne, etc. Donc c'est vraiment un réseau qui fonctionne déjà et qui a fait une grande partie du ciel déjà. Alors une vue de nénuphar qui va encore à plus basse fréquence, hein, ce sont ces dipôles-là, en plus de la tuile et des dipôles que vous pouvez voir si vous visitez Nancy. Hein. Et un des instruments assez remarquables aussi, c'est un télescope de 500 mètres. Alors la Chine fait partie de SKA et a construit son prototype aussi. Un télescope de 500 mètres, c'est le plus grand au monde de cette taille, qui ressemble un peu à celui d'Arecibo à Porto Rico, qui faisait 300 mètres, et qui est fixe, mais dont il y a un secondaire qui balaye ici, qui peut observer des sources lorsqu'elles passent au zénith à plusieurs degrés autour. Alors, vous voyez qu'ils ont utilisé une cuvette karstique qui existe, enfin un grand nombre existe en Chine. Alors ça, c'est en 2016, c'est une photo. En 2015, on voit l'état où elle était, on voit un peu la construction, vous voyez un peu le chemin ici. Ils ont construit 4600 panneaux et on pourra, grâce à l'optique active, suivre les sources pendant 40 degrés du zénith, même si le principal antenne est fixe. Donc il se situe ici au nord de la Chine. Alors le LSST, je vais laisser mon collègue Pierre Antilogus vous le décrire. C'est les 3 gigapixels de la caméra, hein, on va en entendre parler. Et surtout la grosse différence, c'est qu'on va avoir l'aspect temporel. Toutes les sources variables vont être... donc il y a plusieurs spectres ici, je n'en dis pas plus. Mais surtout, ce qu'il faut quand même souligner ici, c'est qu'avec tous ces instruments, le SKA, le LSST, on va être débordé par les données. Le big data, c'est vraiment quelque chose qui s'applique là. Hein, par exemple, le SKA, on aura quelques pétabytes par seconde à dépouiller. Et le débit de données qui sera sur les paraboles seulement, c'est-à-dire à haute fréquence, c'est déjà 10 fois le débit d'Internet global dans le monde entier. Et les réseaux phasés, c'est encore plus, ce sont ceux qui ont reconstruit le lobe, c'est 100 fois le trafic. Donc c'est quelque chose qui est énorme, qu'on ne saura pas faire aujourd'hui, mais qu'on pense qu'on saura faire en 2020-2025. Et le LSST aussi est quelque chose de terrible, avec 15 terabytes par nuit. La seule chose qui est très très facile, c'est Euclid. Comme il s'agit d'un flux qui nous vient de l'espace, c'est très très peu, 100 gigas par jour, donc ça rentre dans votre portable. Donc là, si vous ne voulez pas être débordé par les données, Euclid est ce qu'il faut travailler. Donc en conclusion, je dirais que vous voyez qu'on a des instruments qui vont vraiment nous faire connaître beaucoup plus la nature de l'énergie noire, aussi la gravité modifiée avec l'RSD, mais aussi des fluctuations primordiales, la non-gaussianité et l'inflation grâce aux ondes gravitationnelles, et peut-être avec l'instrument aussi de CMB. Donc toutes ces longueurs d'onde font vraiment une synergie pour nous donner beaucoup d'instruments sur l'énergie noire de l'univers. Donc je vous remercie.